Bienvenue sur La Route des Soins, la série de podcasts by Coloplast qui vous propose de découvrir des pratiques de soins qui sortent des sentiers battus. L'occasion de prendre une pause, le temps d'un café ou d'un trajet entre deux patients pour écouter des collègues soignants venus partager leur expertise et plonger dans leur quotidien. Je suis Juliette des laboratoires Coloplast. Depuis près de 70 ans, on avance avec les soignants, ceux qui soignent tout le monde mais qu'on entend rarement. Alors aujourd'hui on leur passe le micro. Spoiler, ils ont plein de choses à dire. Prenons la route en direction du sud-est pour échanger avec Marjorie et Myriam de l'unité mobile plaie et cicatrisation du CHU de Montpellier. Bonjour Marjorie, bonjour Myriam. Bonjour. Bonjour. Alors pour commencer, pourriez-vous chacune nous résumer votre parcours et nous expliquer comment vous êtes arrivée dans cette unité très spécifique ? Qui veut commencer ? Myriam peut-être ? Alors moi je suis infirmière depuis presque 26 ans. Et ça fait 25 ans que je travaille au CHU de Montpellier. Durant mes études, déjà, j'aimais prendre en charge des patients porteurs de plaies. Mais c'est vrai qu'à l'époque de mes études, on n'était pas trop formés. On n'avait quasiment pas d'ailleurs de formation en plaie cicatrisation. Et quand je suis arrivée au CHU de Montpellier, j'ai fait la connaissance de Sylvie Palmier qui commençait tout juste son activité sur l'unité mobile plaie cicatrisation. J'avais envie de travailler dans cette unité-là, mais je n'imaginais pas qu'un jour, je serais à sa place. J'ai commencé à me former en plaie cicatrisation par le biais de la formation continue au CHU de Montpellier. J'ai commencé par les modules de base. Ensuite, j'ai fait la formation TPN, qui est la formation pour les thérapies par pression négative. Ensuite, j'ai voulu aller un petit peu plus loin, donc j'ai fait une formation pour devenir correspondante en plaie et cicatrisation. J'ai affiné un petit peu mes connaissances en travaillant avec l'HAD du CHU, où on prenait en charge des patients porteurs de plaies notamment. Ensuite, j'ai intégré un service de consultation de médecine vasculaire. J'ai souhaité encore peaufiner mon expertise et passer le DU en plaie cicatrisation. Au bout de 7 ans sur le poste de la consultation de médecine vasculaire, j'ai décidé de rejoindre Marjorie sur le poste de l'unité mobile plaie cicatrisation, car Sylvie était partie à la retraite, donc j'ai profité de cette occasion pour postuler. Ok, super intéressant. Donc vraiment une passion pour les plaies depuis le début de ta carrière. Et toi Marjorie, quel a été ton parcours et comment as-tu rejoint ce poste ? Alors moi je suis infirmière depuis 2001, j'ai fait mes études à Béziers, mes études d'infirmière, et après je suis partie en région parisienne. Et à l'époque, pour moi, le rêve, c'était de travailler à l'Institut Curie. Donc, j'ai travaillé là-bas et j'ai rencontré Isabelle Fromentin, qui était une infirmière sur une unité aussi en transversale, comme ça, dans la prise en charge des plaies. Et ça m'a beaucoup intéressée. Et quand j'ai changé d'hôpital, je me suis aperçue que c'était pas dans tous les hôpitaux qu'il y avait ce genre de professionnels à la disposition des collègues. Donc, du coup, je me suis retrouvée en difficulté sur la prise en charge des plaies. Et ça m'a donné envie de faire le DU plaie cicatrisation. Et j'ai commencé dans cet hôpital de Longjumeau à monter un petit projet avec la direction des soins, tout ça. Après, moi, je suis une fille du Sud, donc on a eu le projet de redescendre dans le Sud. Et en revenant dans le Sud, en fait, où la thématique plaie et cicatrisation est née, comme là, la priorité pour moi, c'était de travailler que dans des services où il y avait la prise en charge des patients porteurs de plaies. Je suis rentrée au réseau Cicat Occitanie, c'était un réseau de santé qui aide les soignants à prendre en charge les patients porteurs de plaies sur tout le territoire de la région, en télémédecine, et qui fait de la coordination de parcours patients. Du coup, j'ai travaillé là-bas pendant 8 ans. J'ai fait la connaissance de Sylvie Palmier, parce que c'était un réseau ville-hôpital, donc on s'articulait à l'époque avec le réseau, l'unité mobile du CHU. Et quand la collègue de Sylvie, Cécile, est partie à Tahiti, elle est venue me proposer de rentrer au CHU et de collaborer avec elle, ce que j'ai fait en 2019. Entre-temps, j'ai fait un master de coordination de parcours patient, porteur de pathologies chroniques. Et au CHU, j'ai fait un DU de recherche clinique parce que c'est un projet qu'on a au sein de l'unité dès qu'on trouvera un peu de temps. Merci Marjorie, donc toi aussi une passionnée de cicatrisation. Justement, on va aller un peu plus dans le détail de votre unité mobile. Est-ce que vous pourriez nous expliquer comment est née cette idée ? Il y a 25 ans, quand Sylvie Palmier a fait le DU plaie et cicatrisation, elle s'est aperçue que ce qui serait bien, c'est d'aller soutenir les équipes des services en deuxième ligne pour les aider à prendre en charge les patients porteurs de plaies. En fait, Montpellier, c'est le berceau de l'entité plaie et cicatrisation, parce que le premier DU plaie et cicat, il a été créé ici.
Sylvie venait de dermatologie quand elle a eu l'idée de monter ce poste d'infirmière en transversal sur l'unité mobile plé-cicatrisation. Son rôle, c'est de venir aider les équipes qui en font la demande. Donc potentiellement, elle était appelée par tous les services du CHU de Montpellier pour aider ces équipes qui se retrouvaient en difficulté, faire les soins avec eux, les former avec son avis d'expert pour que par la suite, ils aient toutes les clés pour reprendre en charge des patients qui présentaient une situation similaire une autre fois. Et après, c'est vrai que cette idée, elle est née en collaboration avec la directrice des soins de l'époque, parce que cette unité, elle dépend de la direction des soins, et qu'elle a été pensée dans la transversalité, de ne pas appartenir à un service et d'être en liberté dans le plein exercice de la profession d'infirmière, en fait. Et donc, du coup, nous, on dépend aussi de la direction des soins, ce qui nous donne une grande liberté, une grande indépendance. On ne dépend pas d'un médecin. On accompagne l'équipe médicale et paramédicale où est hospitalisé le patient en collaboration. Ok, je comprends mieux, effectivement. Est-ce que vous avez d'autres fonctions que l'expertise auprès des services ? Alors, en dehors de l'expertise clinique, effectivement, on a beaucoup d'autres missions. Une des premières missions que nous avons, c'est la formation initiale et continue. Donc, nous intervenons à l'école d'infirmières, à l'IFSI de Montpellier, mais aussi à l'école des aides-soignants, à l'école de puéricultrices. Actuellement, nous travaillons aussi sur le projet du nouveau référentiel infirmier avec une formation qui va être beaucoup plus complète en plé-cicatrisation. Ensuite, on intervient aussi en formation continue. Donc, on a 4 formations en plé-cicatrisation. Nous avons les fondamentaux en plé-cicatrisation qui durent une journée, une formation ESCAR qui dure 2 jours, une formation TPN qui dure une journée. Et ensuite, nous avons la formation pour devenir correspondant en plé-cicatrisation. C'est une formation qui dure 3 jours où on reçoit des infirmiers qui souhaitent approfondir leurs connaissances en plé-cicatrisation et qui ensuite, à l'issue de cette formation, vont devenir des personnes ressources pour leur service et qui vont nous appuyer et véhiculer les bonnes pratiques dans leurs unités de soins. On anime également la commission plé-cicatrisation qui est pluridisciplinaire et qui se tient 2 fois par an, pendant laquelle on discute des sujets plé-cicatrisation du CHU, les décisions qu'on peut prendre sur certains sujets ou les choses qu'il y a à mettre en place. Et à côté de ça, on est aussi ressources pour l'établissement, donc que ça soit auprès de la pharmacie, de la direction des achats, pour tout ce qui va être les appels d'offres, pour les matelas à air, pour les pansements, pour faire des groupes de travail. Par exemple, on s'est aperçu que les bandes de compression qu'on utilisait de manière généralisée sur le CHU n'étaient plus celles qu'il fallait utiliser depuis les recommandations de 2010, donc on est en train de changer ça. Et on est en train de faire un groupe de travail par le biais de l'appel d'offres des sets à pansement pour dire dans quelle situation on utilise quel set à pansement dans un but d'économie financière et écologique également d'ailleurs. On anime également un groupe plé-cicatrisation dans lequel on fait l'enquête ESCAR, donc tous les 3-4 ans, une enquête de prévalence ESCAR sur les 9 établissements du CHU. On l'a déjà fait 3 fois. Et ensuite, on fait des travaux. Là, en ce moment, on travaille sur un livret de prévention d'ESCAR à destination des patients et des aidants. Et on partage un peu toutes ces informations-là sur notre compte LinkedIn qu'on a ouvert cette année, parce que les gens pensent qu'on fait que de la clinique alors qu'on fait plein d'autres choses. Donc, ça nous permet aussi de montrer un peu l'étendue de l'activité de notre unité. Ça fait beaucoup de missions, beaucoup d'activités différentes à gérer. Au quotidien, comment est-ce que vous vous organisez toutes les deux ? Alors, tout ce qu'on fait avec Marjorie, on le fait à 2. Et toutes les décisions qu'on prend, tous les choix qu'on fait pour les patients, on le fait toutes les 2. Pour notre organisation, on alterne 1 semaine sur 2. Donc, il y a 1 semaine où on n'est que de clinique, donc on s'occupe que des avis ou des visites qu'on doit faire auprès des patients. Pendant ce temps, l'autre est sur toutes les autres facettes de notre activité. Cette organisation nous permet d'être au courant toutes les 2 de tout ce qu'on suit, que ce soit autant pour les patients que pour toutes nos activités annexes sur lesquelles on travaille. Alors bien sûr, même si on n'est que toutes les 2, on n'est pas en autonomie totale. On rencontre régulièrement notre encadrement à la direction des soins et en fonction des projets qui se présentent ou des choses qu'on a à mener, on échange avec elle et c'est elle qui nous donne quand même les orientations et le cadre. Par contre, elle nous fait une grande confiance. Elles comprennent aussi bien l'importance pour nous d'aller à des congrès et pour communiquer, pour échanger, mais aussi pour nous continuer à nous former et à maintenir notre niveau d'expertise. Donc, c'est vrai que c'est important d'avoir aussi une direction qui comprend et qui a pris la mesure du travail qu'on fait. Très bien, donc vous vous alternez en fait. Vous savez exactement ce que l'autre fait. En pratique, quel service peut faire appel à vous et comment il le fait concrètement ? Potentiellement, n'importe quel service du CHU de Montpellier peut faire appel à nous. Donc, ça représente 2200 lits environ.
N'importe quel professionnel de santé peut faire appel à nous. Donc, ça peut être une infirmière, un médecin, une cadre de santé, les chirurgiens, les pharmaciens, enfin, peu importe, toute personne qui prend en charge un patient porteur de plaie. Ça peut être également le réseau CICAT Occitanie qui suit des patients à l'extérieur, en ville, et qui ont des patients qui sont hospitalisés et qui nous demandent, durant l'hospitalisation, d'assurer le suivi de leurs patients. Avant toute intervention, nous demandons un visuel de la plaie et un échange téléphonique avec le soignant qui nous fait la demande. On va étudier le dossier informatisé du patient et en fonction de cette première évaluation clinique, on va estimer si on peut se contenter d'une téléexpertise en donnant un premier avis ou un conseil téléphonique. Et si c'est plus compliqué, on va se rendre dans le service pour évaluer correctement la situation et également pour former les équipes. Et ensuite, on va leur proposer un suivi à 1 semaine en général. Pour nous, le contexte clinique, il est essentiel. Donc, on reprend le contexte à chaque fois et on pose des objectifs en fonction de la situation parce que c'est pas toujours cicatrisé, l'objectif. Et du coup, ça nous permet vraiment de former les équipes à cette démarche clinique aussi et à casser ce réflexe-là. On a un très très bon accueil du terrain, on se sent toujours bien accueilli. Après, il y a une espèce d'appétence qui fait qu'on se rend compte qu'on a de plus en plus de demandes. On a une augmentation sur les 3 dernières années de 80% de nouveaux patients, donc c'est énorme. C'est aussi parce que on répond à la journée. On se sent complètement surconsommé par des équipes qui nous appellent alors qu'il n'y aurait pas besoin. Donc ça, c'est quelque chose qu'on essaye un peu de rééquilibrer. Le profil des demandes qu'on a évolue. Moi, ça fait 6 ans que je suis sur ce poste. Au début, les 3/4 des demandes, c'était pour les plaies chroniques. Et aujourd'hui, on a à peu près 20% de plaies chroniques, 20% de plaies chirurgicales et 60% d'autres. Ça veut dire qu'on fait de l'orientation ou des plaies tellement variées qui montrent que notre expertise, elle est de plus en plus élargie et qu'on nous fait de plus en plus confiance et pour l'expertise clinique et pour aussi la coordination. C'est ce qui est très, très apprécié souvent par les services. Je trouve que c'est une chance incroyable pour le CHU d'avoir cet accompagnement. Vous avez dit tout à l'heure que dans vos missions, vous proposiez également des formations. Est-ce que vous avez l'impression qu'avec le temps et le nombre conséquent de formations que vous effectuez continuellement, il y a une amélioration dans la prise en charge des services ? Alors oui, heureusement, notre travail porte quand même un petit peu ses fruits. On a pu constater qu'il y avait des mauvaises habitudes de longue date qui commencent à disparaître. Bon, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de turnover dans les services. Parfois aussi, en fait, ceux qui sont formés ne sont pas forcément là dans les services. Les gens sont là pendant 2 jours et ensuite, il n'y a pas vraiment de suivi au niveau de la prise en charge des patients. Et en plus, ce qu'on remarque aussi, c'est que le CHU, en tout cas nous, c'est comme ça à Montpellier, la population de soignants est très très jeune et sort des écoles. Donc on est sans cesse en train de former des jeunes arrivants qui partent du service et donc qui partent avec la connaissance. Il y a quand même des endroits où ça marche très très bien, c'est les services où on a des infirmiers correspondant aux référents qui sont formés, qui sont dans notre team. Ils nous déchargent beaucoup d'activités et ils donnent des avis avant qu'il y ait besoin de faire appel à nous. Donc c'est aussi une manière d'avoir un investissement sur la formation qu'on donne. C'est quand même hyper positif. On pourrait même se dire que vous contribuez à améliorer l'expertise plaie en dehors du CHU finalement avec ce turnover. Je reviens sur un point que vous nous partagez tout à l'heure. Vous avez parlé de l'importance du contexte clinique. Est-ce que vous pouvez développer un petit peu ce point ? L'essentiel pour prendre en charge un patient porteur de plaie, c'est de connaître l'étiologie de cette plaie. C'est pour ça que nous, on insiste sur le fait de regarder les dossiers, les antécédents du patient. Parce que la seule chose qui fonctionne, c'est de traiter la cause. Le pansement, c'est ce qu'on choisit en dernier. En général, on leur donne toujours des conduites à tenir. Par exemple, pour un patient qui est porteur d'escar, la première chose qu'on va leur dire, c'est décharger, commander un support aéré adapté, d'appeler le diététicien pour prendre en charge la dénutrition. Enfin voilà, on va mettre en place plein de mesures. Et tout à la fin, on va donner le protocole avec le pansement. Un patient qui a une plaie chronique, c'est un patient qui a une pathologie chronique et d'autres comorbidités qui vont avoir des freins sur la cicatrisation. Et donc, la prise en charge pour ces patients-là, elle va être pluridisciplinaire. Nous, on a toujours besoin du diète, des ergots. Des fois, c'est les chires, des fois, c'est les kinés. Des fois, c'est dans un service, quand on y va, souvent, il y a l'aide-soignant et l'infirmier. Il faut pouvoir maintenir ce niveau d'expertise et de compétence. Parce que si on regarde tous dans notre lunette, en fait, on va passer à côté de certains problèmes. Oui, bien sûr. Ça paraît tellement logique quand vous en parlez. Est-ce que vous pensez que la formation de base sur les plaies dans les IFSI est suffisante ?
Alors, le problème à l'heure actuelle, c'est qu'avec le nouveau cursus licence, master, doctorat, tous les cours dans les IFSI ne sont pas obligatoires. Et la difficulté, c'est que les étudiants ne se rendent pas compte qu'ils risquent de se retrouver en difficulté sur des prises en charge de plaies par la suite, et que des patients porteurs de plaies, ils vont retrouver dans n'importe quel service, d'ailleurs. Pour nous, il est vraiment indispensable qu'ils acquièrent les bases en plaie et cicatrisation et qu'ils connaissent au moins les gammes de pansements qui existent et savoir les utiliser à bon escient. Oui, c'est sûr. Si la formation de base n'est pas suffisante, que conseillez-vous aux étudiants ? Déjà, d'aller aux cours qui ne sont pas obligatoires. Parce que nous, on a le problème à Montpellier, comme c'est des cours magistraux. Et ensuite, échanger avec ses pairs. Reste très critique face aux commerciaux parce qu'en pansement, on a énormément de démarchage et comme on leur dit tout le temps, s'il y avait un pansement magique, nous n'existerions pas. Donc les laboratoires, ce sont nos collaborateurs, on travaille ensemble, mais il n'y a pas un pansement magique. Il faut les garder comme des alliés et garder un sens critique des situations, apprendre à lire les études parce qu'il y a énormément de biais dans les études qui sont mis en avant. Se méfier aussi des chiffres qu'on annonce comme ça. 80% de cicatrisation, si vous regardez, en fait, ce sont chez les jeunes qui ont 35 ans. Merci, mais tous les jeunes de 35 ans cicatrisent très bien. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les personnes âgées de 90 ans, grabataires et dénutris. Et ensuite, connaître les recommandations de la HAS, des sociétés savantes et se tenir au courant, par exemple, en allant dans les congrès, qui sont des endroits très bien, ou en faisant des diplômes universitaires, plaie et cicatrisation. Très bien, très clair, merci. Je reviens sur votre unité. Est-ce que vous savez s'il y en a d'autres comme la vôtre en France ? Est-ce que ça tend à se développer ? Des services comme le nôtre, il y en a de plus en plus, mais ils sont polymorphes en fait. Il y en a qui dépendent de services. Et donc, quand ça dépend d'un service, ça peut être la gériatrie, la dermato, le vasculaire, la diabéto. Et il y en a comme nous qui sont en transversale, en mobilité. Il y en a qui sont pluridisciplinaires, où il y a un médecin, une infirmière. Il y en a où c'est un ergo et un infirmier. En fait, la plaie cicat, c'est un peu un virus. Quand vous le chopez, peu importe quelle profession vous avez, mais c'est quelque chose qui vous embarque. Sylvie avait essayé de faire un recensement de toutes ces unités, mais elle n'y était pas arrivée auprès des CHU. Il y avait eu très peu de réponses. Donc, en fait, vous pouvez en avoir dans un EHPAD, comme dans un CHU, comme dans une clinique. En fait, c'est très polymorphe. On ne sait pas trop. On a l'impression que c'est de plus en plus. En tout cas, je suis convaincue que vous allez donner envie à certains de vos confrères et consoeurs de créer une unité de soins mobiles plaie et cicatrisation. Si c'est le cas, qu'est-ce que vous leur donneriez comme conseil avant qu'ils se lancent ? Le premier conseil qu'on leur donnerait, c'est qu'avant tout, il faut qu'ils aient le soutien de leur hiérarchie ou de la direction des soins ou sinon du chef de service, parce que sinon ils vont s'épuiser s'ils ne sont pas soutenus plus haut. Ensuite, il faut évaluer en amont les besoins, toutes les demandes, les tracer, les quantifier pour pouvoir justifier de l'utilité de la création d'une telle unité dans leur établissement. C'est vrai que les infirmiers, on n'est pas très forts, entre guillemets, dans la traçabilité, mais nous, c'est quelque chose qu'on s'impose et qu'on exige et qui nous permet aujourd'hui de dire qu'on a une augmentation de l'activité. Ça, je pense, c'est très, très important. Et ensuite, nous, ce qu'on propose à ces équipes, c'est d'aller voir des équipes qui leur paraissent équivalentes. Nous, on accueille souvent des collègues. Donc, cette année, on a eu une collègue de Tahiti qui est venue. Coucou à Cécile, si jamais elle écoute ce podcast. Et sinon, on a eu une équipe aussi d'une IPA de vasculaire de Saint-Joseph à Paris et 2 médecins qui travaillent avec elle, qui tous les 3 veulent monter une unité aussi mobile. Vous voyez, ils sont venus passer 3 jours avec nous parce que cette unité, elle est très ancienne, elle a 25 ans cette année. Merci de nous avoir sollicités, c'est un très bel anniversaire que vous nous offrez. On a déjà tellement mis de choses en place pour fonctionner correctement. Donc, on propose aux collègues en fait de venir s'inspirer et prendre ce qui leur correspond. Parce que c'est lourd d'inventer des choses et de porter des choses quand il y a quelque chose qui existait déjà, qui fonctionne, on partage, quoi. On préfère partager. Et puis c'est toujours intéressant pour nous aussi, ça nous remotive souvent d'accueillir des collègues comme ça, c'est motivant et ça redonne de l'énergie. Super. Écoutez, j'espère qu'ils seront nombreux et nombreuses à vous contacter et à venir se former avec vous à l'unité mobile plaie et cicatrisation. Merci Marjorie, merci Myriam de nous avoir partagé votre quotidien. Chers auditeurs, nous sommes arrivés, c'est la fin de cet épisode de Sur la route des soins. Mais d'autres parcours sont déjà disponibles, alors n'hésitez pas à les écouter sur vos plateformes habituelles. À bientôt pour une prochaine destination. Les propos tenus dans ce podcast reflètent l'expérience et les opinions personnelles des professionnels de santé invités. Ils ne représentent pas nécessairement la position ou les valeurs des laboratoires Coloplast.